Dernière ligne droite. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de co-modérer cette session avec le professeur Gagnadou et le professeur Lamian. Alors, nobody is perfect. Je suis cardiologue, je travaille à Lille. Et j'ai le plaisir d'introduire Athanase Boukli pour le sujet extrêmement important de la stratification des patients dans l'hypertension pulmonaire. Merci beaucoup, Athanase. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la stratification du risque et des objectifs thérapeutiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, voici mes liens d'intérêt. Et je dois également déclarer que j'ai fait partie de la task force sur cette thématique. Et donc, je vais vous faire part des conclusions de notre groupe de travail. Et donc, ça va être le fruit de 2 ans de discussion. Ça a été dur de trouver un consensus. Mais je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc, vous connaissez tous cet algorithme thérapeutique qui avait été proposé en 2022 lors des guidelines. Et cet algorithme thérapeutique, il repose grandement sur la stratification du risque, que ce soit au moment du diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire ou au cours du suivi pour discuter les escalades thérapeutiques ou la transplantation pulmonaire. Au moment du diagnostic, on va évaluer le risque de mortalité de nos patients en se basant notamment sur cette table de stratification du risque qui comprend de nombreuses variables, comme vous pouvez les voir ici. Il y a des variables qui vont évaluer la classe fonctionnelle, d'autres variables qui vont évaluer la limitation fonctionnelle à l'exercice, les biomarqueurs, et puis on a surtout l'hémodynamique avec notamment les variables mesurées lors du cathétérisme cardiaque droit qui sont vraiment essentielles dans cette table de stratification du risque. Il faut savoir que, conformément aux guidelines, il est recommandé de n'utiliser cette table que chez les patients qui n'ont pas de comorbidité cardio-respiratoire. Et on va ensuite classer nos patients en 3 groupes: risque faible de mortalité, risque intermédiaire de mortalité ou risque élevé de mortalité dans l'année. Et puis finalement, si on regarde un peu plus profondément la table de stratification du risque et l'algorithme thérapeutique, on s'aperçoit qu'on classifie nos patients en 3 groupes, on va les classer en 3 groupes, et finalement, il n'y a que 2 groupes qui sont vraiment importants. Est-ce que mon patient est à risque élevé de mortalité? Dans ce cas-là, on va introduire une trithérapie. Ou alors, est-ce que mon patient n'est pas à risque élevé de mortalité? Ça sera un traitement combiné, une bithérapie orale, qui sera recommandée. Au cours du suivi, on va également évaluer le risque de mortalité de nos patients en se basant sur 3 variables. Les 3 variables sont des variables non invasives qui sont la classe fonctionnelle NYHA, la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, ainsi que les biomarqueurs BNP ou NT-proBNP. Et conformément à cette table, on va classer nos patients en 4 groupes: risque faible de mortalité, risque intermédiaire faible, risque intermédiaire élevé ou risque élevé de mortalité. Il a bien été montré dans 2 registres différents, des registres prospectifs, le registre Compera et le registre français, que conformément à cette table de stratification du risque, on arrive à classer nos patients. Et vous voyez bien que les 4 courbes de survie sont bien séparées. Donc on identifie bien des patients qui sont à faible risque de mortalité et des patients à plus haut risque de mortalité. La question qu'on a maintenant, c'est est-ce qu'en se basant uniquement sur ces 3 variables non invasives, est-ce que c'est suffisant pour guider le management des patients? Est-ce qu'en se basant uniquement sur la classe fonctionnelle, le test de marche et le BNP, on peut prendre des décisions de renforcement thérapeutique? Donc ça, c'était vraiment la grande question qu'on avait au sein du groupe. Et donc, on a pris chaque critère indépendamment les uns des autres et on a regardé quelles étaient leurs faiblesses. Si on prend la classe fonctionnelle NYHA, la première chose qu'on avait à dire, c'était que l'évaluation de cette classe fonctionnelle NYHA, elle est assez subjective et l'évaluation, elle est non standardisée. Donc, d'un clinicien à l'autre, on peut avoir un peu des variations dans la façon dont on va classer nos patients. Est-ce que ce patient est en classe fonctionnelle 2, 3 ? On peut avoir des petites différences d'un clinicien à l'autre. Concernant la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, il faut savoir qu'elle n'est pas toujours corrélée à la sévérité de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est surtout vrai chez les jeunes patients. Les jeunes patients peuvent marcher plus de 440 mètres, donc être à low risque si on regarde les guidelines, et pourtant ils peuvent avoir une hypertension artérielle pulmonaire qui est très sévère. À l'inverse, chez un sujet âgé, le patient peut marcher moins de 440 mètres, mais ça peut être lié à d'autres comorbidités, par exemple un problème articulaire. Si on s'intéresse maintenant au BNP, aux biomarqueurs, on va avoir là aussi ce même type de problématique. Et un BNP peut être normal
Et ça n'empêche pas que le patient peut avoir une hypertension artérielle pulmonaire sévère. Donc ça, c'est une première problématique. Et ce n'est pas forcément corrélé à la sévérité de l'hypertension pulmonaire. Si on regarde les 3 variables prises les unes avec les autres, finalement, on voit que ces 3 variables, elles peuvent être influencées par d'autres facteurs, tels que l'âge ou d'autres comorbidités. Donc voici les premières constatations qu'on a faites quand on s'est intéressé à ces variables non invasives. Et puis si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, aux États-Unis notamment, aux États-Unis, ils n'utilisent pas exactement les mêmes tables de stratification du risque que nous. Ils utilisent beaucoup les systèmes Reveal, et notamment le système Reveal Lite 2, qui comprend 6 variables. Donc on a les mêmes 3 variables, BNP, test de marche et classe fonctionnelle. Et puis il y a 3 autres variables. Les 3 autres variables sont la fréquence cardiaque, et ils considèrent que la fréquence cardiaque au-delà de 96 par minute, c'est un des critères, c'est le cut-off qui a été retenu dans Reveal Lite 2. Et la question qu'on s'est posée, nous, c'est de se dire, en fait, la fréquence cardiaque, elle n'est pas forcément le reflet de la dysfonction VD, et elle peut être impactée par d'autres facteurs. Si on regarde maintenant la pression artérielle systolique, donc systémique, ils ont pris comme cut-off 110 mm de mercure. Et là encore, on s'est dit, cette pression artérielle systémique, elle peut être basse chez certains sujets, mais ce n'est pas forcément en rapport avec la maladie. Notamment, on sait que nos sujets jeunes, ils ont souvent une pression artérielle systémique qui est basse, mais ce n'est pas forcément en lien avec l'hypertension artérielle pulmonaire. L'HTAP peut être très bien contrôlé et on peut avoir une PAS qui est basse. Et enfin, ils ont inclus également la fonction rénale dans leurs 6 critères du Reveal Lite 2. Et la fonction rénale, là aussi, on sait qu'elle peut être influencée par de nombreux autres facteurs. Donc finalement, que ce soit les 3 critères, test de marche, BNP, classe fonctionnelle, ou fréquence cardiaque, pression artérielle systémique, fonction rénale, tous ces facteurs peuvent être influencés par d'autres facteurs. Donc finalement, quand on prend nos critères, on voudrait des critères qui corrèlent avec la sévérité de l'hypertension artérielle pulmonaire. Heureusement, les 6 critères que je viens de lister, ils corrèlent à la sévérité de l'hypertension artérielle pulmonaire. Ils doivent prédire la survie, mais on sait également qu'ils peuvent être influencés par d'autres critères. Et finalement, on considère qu'ils ne sont pas suffisants et qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes pour guider les décisions thérapeutiques. Donc, ce qu'on voudrait avoir pour avoir une prise en charge adaptée, on voudrait se baser sur des variables qui, premièrement, prédisent le pronostic de nos patients. Évidemment, ça, c'est la base. Ensuite, on voudrait que ça reflète l'hypertension, la sévérité de l'hypertension pulmonaire, de la dysfonction ventriculaire droite, et également, dans l'idéal, il faudrait que ces variables, elles soient modifiables sous traitement. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'âge, ça ne va pas varier sous traitement. On peut mettre des traitements, le patient peut s'améliorer, mais l'âge ne variera pas sous traitement. Et donc, finalement, on s'est intéressé à 3 types de variables, des outils qui pourraient nous aider à améliorer la stratification du risque. Donc, on s'est intéressé au cathétérisme cardiaque droit, à l'échographie cardiaque et à l'IRM. Concernant le cathétérisme cardiaque droit, on avait déjà discuté de ce travail l'année dernière. Je vous avais présenté les résultats. Entre-temps, le papier a été publié, donc je vous remercie à tous pour votre implication dans le registre. Et on était parti d'une population d'hypertension artérielle pulmonaire incidente, et on avait regardé au moment de la première réévaluation. D'une part, on avait regardé la stratification du risque en utilisant la table en 4 strates, et on avait classé les patients entre risque faible, risque intermédiaire faible, risque intermédiaire élevé et risque élevé de mortalité. Et ensuite, on avait regardé, tous les patients avaient eu un cathétérisme cardiaque droit, et on avait regardé est-ce que le cathé droit va apporter des informations supplémentaires pour stratifier les patients. Et on s'est aperçu que chez les patients à risque faible ou à risque élevé de mortalité, ça n'améliorait pas du tout la stratification du risque. En revanche, chez les patients qui sont à risque intermédiaire, que ce soit intermédiaire faible ou intermédiaire élevé de mortalité, on avait 2 variables qui étaient vraiment pertinentes, qui étaient le volume d'éjection systolique indexé et l'ASVO2, qui permettait de mieux stratifier les patients. Et finalement, on a un résultat avec, chez les patients à low risque, l'hémodynamique n'apporte rien, chez les high risk, ça n'apporte rien, et entre les deux, le cathé, ça nous aide un peu à affiner cette stratification du risque.
Concernant l'échographie cardiaque, ce travail de Reveal Echo a déjà été présenté plusieurs fois cet après-midi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont proposé un score qui est basé notamment sur la taille des cavités cardiaques droites, sur la fonction VD, sur le flux d'insuffisance tricuspide et la présence d'un épanchement péricardique. Et on voit que les patients sont bien stratifiés entre risque faible, risque intermédiaire, risque élevé. Concernant l'IRM, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent aider à stratifier les patients. On sait très bien que c'est pronostic. Il avait également été montré que ça améliorait un petit peu la stratification du risque par rapport au score Reveal. Donc ça fait mieux. Mais aucune de ces deux études n'ont montré qu'il y avait une valeur ajoutée par rapport à la stratification du risque quand on se base sur la table en 4 strates. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de data pour dire que ça marche et que ça apporte des choses. Ça marche pris indépendamment, mais on top of du 4 strat, pour l'instant, on n'a pas de data qui nous permet de dire ça. Donc finalement, concernant les objectifs thérapeutiques, vous savez tous que l'objectif ultime, ça serait d'arriver à traiter la maladie et de pouvoir arrêter tous les traitements. Ça, c'est vraiment ce qu'on aimerait avoir. Ça, c'est pas quelque chose qui est facilement atteignable en pratique. Donc, ce qu'on considère comme un objectif qui est plus atteignable, ça serait d'améliorer, de faire régresser les lésions physiopathologiques à l'origine et le remodelage vasculaire à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis, il faudrait que ça soit corrélé et que ça soit reflété par l'amélioration de l'hémodynamique, donc du cathétérisme cardiaque droit d'une part, et également de la fonction ventriculaire droite qui pourrait être évaluée par l'imagerie cardiaque notamment. Donc si on regarde notre table qu'on a proposée dans cette task force, ça c'est la table des objectifs thérapeutiques qui nous paraissent les plus pertinents. On voit qu'on a toujours les 3 grandes variables qui sont la classe fonctionnelle, la distance parcourue au test de marche et le BNP ou le NT-proBNP. On a rajouté l'hémodynamique basée sur les études que je vous ai montrées, notamment l'étude française, en disant que les variables hémodynamiques ont un poids important, qu'il faut réévaluer l'hémodynamique au cours du suivi, mais que la valeur ajoutée chez les patients qui sont à risque faible de mortalité, chez ces patients, ce n'est pas forcément utile de refaire un cathétérisme cardiaque droit au cours du suivi pour améliorer la stratification du risque. Chez les autres, c'est forcément un peu plus important. Concernant les variables échographiques et à l'IRM, on a considéré que pour l'instant, on n'a pas assez de données suffisantes pour dire qu'il y a une valeur ajoutée. Donc on attend les études de nos amis cardiologues et nos amis qui font de l'imagerie cardiaque pour voir si oui ou non il y a une réelle valeur ajoutée. Donc, pour conclure cette présentation, voici la figure centrale de notre article. Donc, le premier message qu'on avait, c'est que l'objectif thérapeutique, c'est d'obtenir un faible risque de mortalité. Pour cela, on peut utiliser l'outil qu'on souhaite, soit les outils européens avec les tables de stratification du risque que je vous ai montré au début, soit les scores Reveal qui sont étudiés et utilisés aux US. Ensuite, on considère que les 3 variables, classe fonctionnelle, test de marche, BNP, il faut toujours les évaluer au cours du suivi et même à baseline. L'hémodynamique est très importante, surtout chez les patients qui ne sont pas à risque faible de mortalité. Et enfin, on considère qu'on n'a pas encore de données suffisantes pour les variables échographiques et d'IRM pour considérer que c'est un objectif thérapeutique à atteindre. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Fabrice. Merci de me laisser la parole. Donc, merci au comité d'organisation. Pour l'invitation et bien sûr au-delà pour l'accueil à Bicêtre, puisque je suis à Bicêtre à présent. Donc j'ai la lourde tâche de challenger Athénaïs après cette présentation, donc ce n'est pas si facile que ça. J'ai peut-être un atout, c'est d'être cardiologue, donc peut-être une vision un petit peu différente. Et lorsque j'aurai la lorsque j'aurai la présentation, voilà, merci. Donc, tous les jours, ou en tout cas au quotidien, vous évaluez des patients et vous avez une estimation individuelle des patients. Et quand on regarde quelque chose qui est un petit peu moderne comme représentation, c'est le diagramme de Sankey, vous donne, au-delà de l'individu, finalement, le profil des patients que vous traitez.
Donc vous voyez que des patients, en fonction de la stratification du risque, vont évoluer vers le mieux, c'est l'idéal, mais un certain nombre de ces patients resteront stabilisés, voire en aggravation. Et je suis rentré dans le détail de cette publication qui est relativement récente sur un nombre significatif de patients allemands, 300 patients. Vous voyez que le taux de réponse, c'est-à-dire l'absence de changement sur la stratification ou l'aggravation, c'est presque un patient sur 2. Lorsqu'on passe d'une bithérapie à une trithérapie, on a un taux d'amélioration qui est significatif, mais qui n'est pas suffisant. Et le taux de non-répondeurs, puisque je vais les appeler comme ça sans être provocateur sur la présentation, il reste aux alentours de 50%. Donc en fait, le taux de réponse est significatif, mais pas de 100%. Les cardiologues présents dans la salle ont un souvenir d'un dispositif que l'on a mis il y a une vingtaine d'années, et puis on a beaucoup travaillé sur le taux de non-réponse, c'était la resynchronisation cardiaque. Et la resynchronisation cardiaque, on s'est axé sur 3 paramètres de non-réponse. Alors, est-ce que le traitement était approprié? Est-ce que les patients étaient mal sélectionnés pour ne pas répondre? Ou est-ce qu'on ne s'intéresse pas au bon paramètre, c'est-à-dire la fonction ventriculaire droite? Et on l'a largement abordé dans ce sujet-là. Alors, la première étape, est-ce que les traitements sont appropriés? Je me suis amusé à appliquer le modèle à 4 strates sur les différentes études qui sont maintenant publiées dans la littérature, dont des New England. Et vous voyez que chaque molécule, que ce soit le Selexipag, le Sotatercept, le switch des IPDE5 vers le riociguat, en fait, les patients sont appropriés. En tout cas, ils sont dans les bonnes cases. Il y a une toute petite nuance, c'est que Olivier nous en reparlera tout à l'heure. Sous Sotatercept, on n'a pas d'études sur les patients vraiment à très haut risque. Mais ça mérite quand même d'y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, puisque les traitements sont efficaces? Eh bien, c'est la sélection des patients. Et au-delà des Big Three, moi, je les ai appelés les 3 fantastiques, eh bien, on a bien sûr la sélection des patients. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur les comorbidités. Quand on regarde les publications actuelles, tous les patients sont très comorbides, à hauteur de 50 à 60%, l'hypertension, le diabète, mais surtout l'accumulation de ces facteurs de risque. Ils ont tous 2 à 3 facteurs de risque cardiovasculaires. Et pour reprendre le papier d'ambition, vous voyez que les patients qui sont comorbides ne répondent pas de la même manière que les patients comorbides. Donc il y a une réelle différence. Et cette différence dans la méta-analyse qui est sur l'extrême gauche de ce papier-là, elle est claire. Ce ne sont pas les mêmes malades, en fait. Ils ont des pressions pulmonaires moyennes beaucoup plus basses, ils ont des RVP beaucoup plus basses, et en fait, ils sont beaucoup plus malades du cœur droit. Et ça, c'est très important à prendre en considération, car ils sont peut-être déjà dans une étape avancée de la maladie. Je vous rappelle, sur la partie droite du diaporama, on a un registre national qui s'appelle PHHF, dans lequel on avait des patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, dont la PAPO était normalisée après un traitement intensif, avec des PAPO qui étaient aux alentours de 12, 13, 14 mm de mercure, et donc classés précapillaires, mais à très haut risque, parce que les scores américains ou européens d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée étaient très élevés, au-delà de 4, parfois même 6 à 8. Vous voyez que ces patients-là, quand on les remplit, eh bien, ils deviennent post-capillaires. Alors, la discussion, c'est est-ce que dans la stratification, on doit utiliser plutôt le cathé d'effort ou le remplissage? Bon, le remplissage, c'est beaucoup plus simple et ça reproduit beaucoup plus, finalement, la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire la congestion. C'est ouvert à la discussion. Dernière étape, c'est est-ce qu'on a le bon paramètre? Donc j'en reviendrai effectivement au ventricule droit. Vous avez ici tout ce dont on rêve, c'est-à-dire un patient avant traitement et un patient après traitement. C'est le même malade. Après quasiment 1 an d'exposition à une trithérapie, vous voyez qu'effectivement, on a une normalisation du remodelage ventriculaire droit en particulier. Je reparle un tout petit peu du papier d'Athénaïs, pas pour discuter des résultats en profondeur, mais pour rappeler qu'en fait, c'est un papier qui nous dit le ventricule droit est au cœur de l'évaluation, puisqu'on parle du volume d'éjection indexé et de la SVO2. Donc le ventricule droit est au cœur de la discussion. Alors, est-ce que l'échographie fait bien? Oui, fait bien, parce qu'en fait, pour être bon en échographie cardiaque, si on doit implémenter l'échographie, il faut avoir des facteurs modifiables. Et tous les facteurs échographiques sont modifiables. Le déplacement de l'anneau tricuspide, la fuite tricuspide, l'épanchement péricardique, les dimensions, etc., etc. Tout est modifiable. Nous, on l'avait implémenté. Alors, encore une fois, ce papier-là, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais là n'est pas le message. Ce n'est pas de dire que ça marche. C'est de dire, en tout cas, dans ce papier-là, il y avait un deuxième message. C'est qu'on ne substituera jamais à la NYHA ni au BNP, mais le TAPC sur PAPC fait aussi bien que le périmètre de marche à 6 minutes. Or, nos patients comorbides ont des limitations extracardiaques ou extra-pulmonaires
à ce test de marche à 6 minutes et qu'on peut parfois aussi substituer certains paramètres échographiques aux tests habituels. Enfin, le score reveal échographique très critiqué, bien entendu. Encore une fois, ce n'est pas le message de dire que ça marche, mais c'est de dire que si on doit implémenter dans la stratification du risque d'échographie cardiaque, ça ne sera jamais un paramètre, ça sera une approche multiparamétrique. La cardiologie est rentrée dans l'ère des scores. Ces scores, c'est l'intelligence artificielle, et ce ne sera pas juste TAP-C sur PAP-C, ce ne sera pas juste une oreillette gauche ou droite, pardon, ce sera une accumulation de paramètres et probablement un score de stratification qui permet de classer et de reclasser les malades à plus haut risque. L'IRM, ça a été évoqué tout à l'heure, je n'en parlerai pas, mais l'IRM est un outil extrêmement utile. C'est un facteur qui est lié au pronostic, c'est un facteur qui est modifiable si on veut le rentrer dans les algorithmes. Et si c'est modifiable, eh bien à ce moment-là, autant l'implémenter. Et nous attendons tous avec impatience le travail d'Ari Shawat qui doit être quelque part et qui effectivement nous en dira un petit peu plus sur la stratification et la prise en charge de nos patients. Donc en conclusion, challenger les 4 strates, ce n'est pas si facile que ça. Je pense qu'il y a en tout cas matière à travailler dans le futur. Je crois que l'imagerie est au centre de cette discussion. Elle sera combinée à l'ensemble des autres paramètres, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et je vous remercie. Questions ? Oui, une question. Tiens, Athénaïs, parce que c'est toi la professionnelle des strates, moi je... La place de la VO2 max. C'était d'ailleurs une de mes questions. Qui fait de la VO2 max à vous ? Quelques-uns. C'est une bonne question, Ségolène. Pour justement, de manière alignée au résultat de la salle, on a vite écarté les paramètres de la VO2 max parce que finalement, très peu de cliniciens l'utilisent pour la réévaluation des patients. On l'utilise plutôt pour le screening, quand on a un doute sur une maladie vasculaire pulmonaire. Dans le cadre du suivi, finalement, il y en a très peu qui l'utilisent. Donc, on n'a pas du tout ajouté ces paramètres et considéré ces variables comme pertinentes dans le sens où elles sont très peu utilisées. La table de stratification du risque en nous rappelant qu'il fallait pas que c'était interprétable en excluant les comorbidités quasiment, mais au final les comorbidités on peut pas s'en défaire. Donc et par exemple et notamment pour le test de marche de 6 minutes. Le test de marche de 6 minutes en pratique c'est toujours un peu compliqué de clairement l'interpréter parce qu'il y a toujours des facteurs confondants et aussi il y a le problème ou pas de la titration de l'oxygène pendant ce test de marche. Est-ce que tu as des commentaires à nous faire à ce sujet ? Alors, je vais commencer par la première réflexion que tu as faite. C'est effectivement, j'ai précisé que la table de stratification du risque en 3 strates et conformément aux guidelines, il était recommandé de l'utiliser uniquement chez les patients sans comorbidité. Donc ça, c'est ce qui est dit dans les guidelines. Si on regarde maintenant les propositions du World Symposium, on le verra au moment de l'algorithme thérapeutique notamment, maintenant, il n'y a plus de distinction qui est faite entre les patients avec ou sans comorbidité cardio-respiratoire. On applique la même approche pour tout le monde et notamment la stratification du risque sera la même qu'on ait ou pas des comorbidités cardio-respiratoires, justement parce qu'on sait qu'en vraie vie, on a 60% de nos patients avec HTAP qui ont au moins une comorbidité cardio-respiratoire. Donc ça, c'est le premier commentaire. Concernant le test de marche de 6 minutes, comme tu l'as très bien souligné, effectivement, il peut être altéré à cause d'autres facteurs, notamment des comorbidités. C'est la raison pour laquelle l'étude de Charles Fauvel et de Fabrice est très importante parce qu'elle montre bien que chez un patient qui ne peut pas réaliser le test de marche de 6 minutes
à cause de pathologies articulaires ou de comorbidités qui vont impacter la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, eh ben, l'échographie peut être un moyen de substitution pour quand même en continuer à évaluer le risque, mais ça ne doit pas être pris comme paramètre seul. C'est toujours l'addition de tous les paramètres qu'on va considérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des docteurs. Hein, c'est justement parce qu'on va regarder un patient dans sa globalité. Ensuite, effectivement, les patients, il peut être comorbide, avoir une distance parcours au test de marche de 6 minutes qui n'est pas dans le vert comme on le considère à low risque. Mais moi, je pense vraiment qu'un patient est son propre témoin. Il faut aussi prendre l'histoire de sa globalité. Comment était-il il y a 6 mois? Comment était-il il y a 1 an? Est-ce qu'il s'améliore ou est-ce qu'il s'aggrave? Je pense qu'il faut vraiment considérer ça comme ça. Ouais. Quels peuvent être les objectifs thérapeutiques chez un patient qu'on est amené à traiter, parce que la SVO2, ça n'aura pas forcément le même impact, le test de marche non plus. Est-ce que c'est essentiellement le BNP, la fonction ventriculaire droite ou l'amélioration de la survie? C'est une excellente question. Effectivement, notre groupe, nous, on avait pour mission de répondre concernant les objectifs thérapeutiques des hypertensions artérielles pulmonaires, pas du groupe 3. Je pense qu'on a besoin de faire des travaux pour voir quels sont les objectifs thérapeutiques qui paraissent atteignables et pertinents dans cette population spécifique. Je pense que ce qu'on utilise dans l'HTAP, ça a un sens, notamment parce que ça reflète la fonction VD. Si on regarde, par exemple, les paramètres hémodynamiques, je pense qu'ils sont pertinents. La classe fonctionnelle, ça va être pertinent pour voir l'évolution du patient, mais en sachant très bien qu'un patient du groupe 3, il va avoir une dyspnée et une limitation fonctionnelle qui va être également liée à sa maladie respiratoire sous-jacente. Donc on ne peut pas avoir les mêmes ambitions que pour un patient qui a une HTAP sans maladie respiratoire. Donc on a besoin d'un peu plus d'études pour répondre à cette question, mais c'est une excellente question en effet. Est-ce que vous avez éventuellement pu regarder dans le registre, par exemple, est-ce que la valeur prédictive de ces critères d'un invasif et fluctue avec l'âge ou un score de comorbidité, par exemple? Est-ce qu'on a l'impression qu'au-delà d'un certain âge ou d'un nombre de comorbidités, la valeur prédictive chute? Alors, ce qu'on a regardé, c'est avec Laurent Saval et Olivier Sidbon, on s'est intéressé notamment aux patients avec au moins une comorbidité cardiovasculaire. Donc, ce n'était pas respiratoire, c'était uniquement cardiovasculaire. Et on a regardé si la stratification du risque telle qu'elle est recommandée actuellement chez les patients non comorbides a été valable. Et en fait, ça marche très bien, même chez les comorbides. Donc, on n'a pas regardé le poids des comorbidités, comment ça influe et comment ça va perturber cette analyse. Mais on sait qu'on peut l'appliquer et qu'on a des bons scores statistiques, notamment pour la prédiction du risque de mortalité. Ce qui est important, c'est que les patients sont vieillissants et très comorbides, et que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est un facteur confondant des paramètres, quoi qu'il arrive. Ils ont des oreillettes droites dilatées, indépendamment d'hypertension pulmonaire, une dysfonction ventriculaire droite, une hypertension pulmonaire post-capillaire. Donc effectivement, je crois qu'on est peut-être à l'ère du multiparamétrique et de l'intelligence artificielle en écho, ça arrive. Hein. Il y a encore une petite question. Moi, j'ai une autre question, alors, si on a le temps. Tu nous as bien redit, là, vous avez dit qu'on pouvait faire des critères non invasifs, là, les trois fantastiques. Et dans ton papier récent, quand tu as repositionné le cathé droit, tu nous as reparlé du stroke volume index. Donc, en pratique, parce que c'est vrai que là, on avait pris l'habitude, si je voyais un patient en consultation qu'il avait atteint les 3 fantastiques, eh ben, j'étais contente et donc je ne le reprogrammais pas nécessairement en cathé droit. Alors, moi aussi, je suis contente. Un patient qui a les 3 critères dans le vert, classe fonctionnelle, test de marche, BNP, si on prend les résultats du papier, ça dit vraiment que l'hémodynamique n'apportera rien et ça ne va pas mieux discriminer les patients. D'où la question d'Olivier tout à l'heure qui disait à Michele Dalto, est-ce que vraiment, comment on explique que l'écho, peut-être, ça pourrait mieux discriminer ce groupe de patients, alors qu'on n'observe pas du tout ça avec le cathétérisme cardiaque droit. Pour nous, si les 3 critères sont dans le vert, faut vraiment avoir les 3. Hein. Si on en a 2 dans le vert, dans le jaune, pour nous, déjà, c'est pas suffisant. Enfin, si on a vraiment les 3 critères dans le vert, je pense qu'on peut être assez serein jusqu'à la réévaluation suivante.
Oui, l'intérêt d'un score, c'est que ça soit applicable et que ça soit une aide pour le clinicien. Si ça devient une contrainte, on sait très bien que ça ne sera pas utilisé. Donc, nous, on avait cherché à développer et à répondre à une question simple. Est-ce que mon patient est aux objectifs thérapeutiques, oui, non? Si on a les 3 critères dans le vert, ça, on peut le faire de tête. On n'a pas besoin d'avoir un score et le calculer. On sait très bien, un test de marche plus de 440 mètres, classe fonctionnelle 1 ou 2 et un BNP qui est normal. Et là, c'est fini, c'est facile. On le reprécise, pardon, je peux le redire ou pas? Non, parce que non, c'est ce qui fait Frédéric qui me disait à ma droite. Donc, à la première évaluation, quand on est sûr d'être dans le vert sur les 3 critères, on ne fait pas de caté droit. Vrai ou pas? Alors, non, mais c'est ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je l'ai redit d'une première fois d'une certaine façon, et on voudrait le confirmer ou pas. Mais ça veut dire qu'il faut être sûr d'être dans le vert. Et par exemple, pour l'épreuve de marche, il faut être sûr de soi, quoi. Alors, je vais peut-être un peu nuancer mes propos. Pour dire que le malade a un bon pronostic dans les 5 années à venir, on n'a pas besoin de l'hémodynamique. Maintenant, je pense qu'en tant que clinicien, c'est quand même important de voir l'effet et d'évaluer l'effet du traitement au niveau hémodynamique. Je pense qu'à la première évaluation, c'est quand même de bon ton de refaire un caté droit pour quand même avoir des chiffres pour dire, bon, bah voilà, j'ai mis une bithérapie, mes résistances ont baissé de 50%, c'est bien ce que j'attendais et je suis content. Et ça sert aussi de point de départ pour après les réévaluations ultérieures. Si le patient se dégrade, on sait à quel niveau on était arrivé sous traitement. Merci pour la précision. Il n'y a pas d'autres questions. On est strictement dans les temps. Hein. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à l'actualisation de l'algorithme thérapeutique avec un binôme pneumocardio, Olivier Sidbon, puis François Picard. Merci. Merci. Bonjour à tous. Et donc, on va discuter maintenant, après la stratification du risque et des objectifs thérapeutiques, on va voir un peu comment on met tout ça en musique dans l'algorithme thérapeutique. Alors, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est mes liens d'intérêt. Alors, d'où on part, hein? Déjà, il faut savoir d'où on part. On part de ce qu'on avait comme algorithme quand on a fait le World Symposium en 2018, et puis plus récemment les guidelines de 2022. Vous connaissez ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste rappelez-vous qu'au moment des guidelines de 2022, on avait bien distingué tout de suite malades avec ou sans comorbidité, et on va voir, comme ça a été dit précédemment, que les choses ont un petit peu changé. Alors, une des premières informations, et ça on l'avait déjà dans les guidelines de 2022, c'était que quand on envisage les mesures générales et le traitement symptomatique chez ces malades-là, ben vous voyez, l'anticoagulation qui a été longtemps recommandée pour les malades avec hypertension artérielle pulmonaire n'est plus recommandée chez les patients avec HTAP, mais doit être considérée que dans une approche purement individuelle, hein, parce finalement, on n'a jamais pu montrer que les anticoagulants, ça a apporté quelque chose, et c'est même parfois délétère, en particulier chez les malades avec une sclérodermie. Vous voyez que dans la liste des mesures, des traitements symptomatiques ou des mesures générales, il n'apparaît même plus les anticoagulants. Donc ça n'apparaît maintenant que sous la forme d'un texte dans les proceedings du World Symposium. Pour ce qui concerne les patients vasoréactifs, vous savez que quand on fait le diagnostic, la première chose, on va tester la vasoréactivité. La vasoréactivité, ça nous sert à détecter les malades qui vont répondre favorablement, au moins au début, par inhibiteurs calciques. On va les traiter et ils vont répondre favorablement au moins au début. Vous voyez qu'on n'a pas changé la définition de qu'est-ce que c'est qu'une réponse vasodilatatrice en aigu, ça reste la même. Baisse d'au moins 10 mm de mercure pour atteindre un niveau inférieur à 40 sans diminution du débit cardiaque. Et puis, l'objectif, quand on met un traitement par inhibiteur calcique, c'est comme toujours, comme ce qui a été dit précédemment, d'atteindre un risque faible. Et le risque faible, on a rajouté également avec au moins presque normalisation hémodynamique. Ça, c'est toujours compliqué de donner des chiffres. Qu'est-ce que c'est que la near normalization in hemodynamics? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de règle très claire. On avait décidé, quand on avait fait les guidelines, moins de 30 de PAP moyenne, moins de 4 de résistance, mais ça reste des indications. Ça ne sont pas quelque chose qui est gravé dans la loi. Pour les patients non vasoréactifs, qui représentent quand même, je vous le rappelle, 95% de nos patients avec HTAP, au moins même dans les HTAP idiopathiques, c'est 95%,
90 à 95%. Et donc, si on prend toutes les HTAP, c'est probablement plus que ça. Vous connaissez les 3 voies de la dysfonction endothéliale, la voie du NO, la voie de l'endothéline et la voie de la prostacycline. Et maintenant, il va falloir faire avec une 4e voie, qui est la voie du TGF-bêta, comme ça a été très très bien montré tout à l'heure par Christophe Guignabert sur le plan expérimental. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Comme je vous le disais en introduction, quand on... ça, c'est l'algorithme des Guidelines 2022. La première chose que l'on regardait, est-ce que les malades ont oui ou non des comorbidités? Et vous vous souvenez que quand les malades avaient comorbidité, la recommandation était de dire bon, on va faire juste une monothérapie, on ne regarde même pas le risque, on fait une monothérapie et après on voit. Et puis que finalement, l'approche qui se base sur la stratification du risque, et puis après en 3 strates, puis en 4 strates, c'était que pour les malades sans comorbidité. Vous allez voir que ça a complètement changé dans l'algorithme qu'on a proposé parce qu'on a considéré que les malades avec comorbidité, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y a sûrement beaucoup de malades avec comorbidité qui peuvent bénéficier d'un traitement aussi agressif que ce que l'on fait chez les malades sans comorbidité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une approche qui est vraiment plus orientée sur le patient. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même des docteurs et qu'on a notre patient devant nous et qu'il faut bien faire le poids entre la sévérité de l'HTAP et puis l'importance des comorbidités. Et qu'un malade qui a une HTAP extrêmement sévère, malgré la présence de comorbidité, on va peut-être le prendre en charge comme un malade sans comorbidité. Et à l'inverse, un malade qui a beaucoup de comorbidités et une HTAP finalement pas si sévère, on va être beaucoup plus prudent sur l'approche thérapeutique. Alors, comme vous l'a dit Athénaïs dans sa présentation, le traitement initial, en fait, la première question, c'est est-ce que le malade est à haut risque, oui ou non? Pourquoi pas la peine d'avoir des millions de strates, puisque de toute façon, on n'a que le choix entre 2 types de traitements. La bithérapie orale pour les malades qui sont à risque intermédiaire ou faible, donc non à risque élevé. Et puis pour les malades à risque élevé, c'est ceux-là qu'il faut dépister parce que ceux-là, ils vont avoir besoin d'une trithérapie incluant une prostacycline parentérale. Ça, c'est la première approche. Et donc ça repose sur les données bien sûr de l'étude Ambition et une étude plus récente avec le macitentan. Et puis on a des données maintenant sur les trithérapies qui montrent que ça améliore la survie, même quand dans des groupes de malades qui sont matchés sur la sévérité hémodynamique quand on le compare à la bithérapie. Il y a quand même un groupe de malades entre les deux, probablement des malades à risque intermédiaire, qui peuvent également bénéficier d'une trithérapie d'emblée. Donc ces malades ne sont pas vraiment à risque élevé, mais ils ont des critères de sévérité hémodynamique ou une dysfonction ventriculaire droite particulièrement importante qui vont justifier la mise en route d'une trithérapie. Et c'est ce qu'on avait montré il y a quelques années avec Athénaïs et tout l'ensemble du réseau sur l'impact du traitement initial sur le pronostic. Suivi en 4 strates, ça on l'a vu, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Ce qu'on recommande, c'est de réévaluer après 3 à 4 mois et puis très régulièrement au cours du suivi. Et puis là, on va donc, en fonction du risque, faible, intermédiaire élevé ou élevé, on va donc adapter le traitement. Ce qui est important de comprendre, c'est que le seul objectif, c'est d'être à faible risque. Ça n'a pas changé depuis les guidelines. L'objectif, c'est d'atteindre un risque faible. Si on atteint un risque faible, en tout cas au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de changer le traitement. Pour les malades qui sont à risque intermédiaire faible au cours du suivi, là, on a le choix entre plusieurs approches. L'une des premières approches, c'est de rajouter une prostacycline par voie orale ou par voie inhalée, même si ce n'est pas disponible, en tout cas pour cela en France, mais en tout cas aux États-Unis, ça l'est. Ça, c'est sur les données de l'étude Griffon, je ne vais pas rentrer dans les détails, de l'étude Triomphe qui avait montré l'intérêt d'adjoindre une prostacycline inhalée, et puis l'étude Freedom sur le treprostinil par voie orale qui n'est pas disponible en Europe. L'autre façon d'aborder les choses, c'est le switch entre un inhibiteur de PDE5 et le riociguat, donc un stimulateur de la guanylate cyclase, qui est basé sur une seule étude, qui est l'étude Replace, qui était une étude qui, sur le plan méthodologique, est quand même discutable, parce que c'est une étude qui n'était pas en aveugle. Et enfin, dernier j'ai dû rater quelque chose. Dernier point, pour les malades qui sont à risque élevé, intermédiaire élevé ou bien à risque élevé, eh bien, la recommandation, rajouter une prostacycline
injectables par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée, pour ceux qui ne le sont pas, bien sûr, dès le départ, tout en sachant que ces résultats-là, de commencer plutôt tardivement une prostacycline injectable, évidemment, vous voyez qu'il n'y a qu'à peu près 20% des malades qui vont vraiment s'améliorer et atteindre un risque faible et avoir un très bon pronostic. Donc l'utilisation de la prostacycline injectable, c'est sûrement très bien dès le départ. Plus on attend, probablement, on n'a pas les résultats escomptés. Et puis, on a maintenant les inhibiteurs de l'activine, en particulier le sotatercept, que vous voyez dans cet algorithme. On le trouve un petit peu partout pour les patients qui ne sont pas à risque faible. Hein. Vous les trouvez à risque intermédiaire faible, à risque intermédiaire élevé ou bien à risque élevé. Et donc ça, vous connaissez, je ne vais pas repartir dans l'explication de comment ça marche, le sotatercept. L'idée, c'est donc que ça rebalance, ça rééquilibre la balance entre facteurs pro-proliférants et anti-proliférants. Donc les données de l'étude Stellar, vous les connaissez. Hein, donc chez des malades qui sont déjà lourdement traités, hein, la majorité reçoivent des des trithérapies. Beaucoup de ces malades, plus de la moitié, reçoivent une prostacycline injectable. Et malgré cela, quand on rajoute du sotatercept par rapport à un placebo, on a un gain très significatif sur le test de marche de 6 minutes, mais également des améliorations hémodynamiques très importantes, à la fois sur la résistance vasculaire pulmonaire, sur la PAP que vous voyez ici, sur la compliance artérielle pulmonaire, bien sûr sur les données de dysfonction ventriculaire droite. Là, vous avez le TAPSI sur la PAP systolique, et puis également sur le NT-proBNP. Donc on a beaucoup de critères secondaires qui sont positifs dans cette étude. Donc voilà l'algorithme comme il est et comme on l'a proposé, c'est-à-dire qu'on ne met plus les comorbidités en haut. Les comorbidités, on doit les aborder de façon individuelle. Et donc, patients haut risque versus non high risque au départ. Et puis, le risque faible qui est le seul objectif thérapeutique à atteindre. Et bien sûr, ne jamais oublier, ça sera la transition avec la présentation suivante, pas celle juste après, mais celle d'après, par Laurent Saval et Olaf Mercier, la transplantation. La transplantation, on ne doit jamais oublier que la transplantation, ça reste un des traitements, et un des traitements extrêmement efficaces, et au jour d'aujourd'hui, le seul traitement curatif de cette maladie. Et donc, la transplantation, on doit l'envisager à diverses étapes. Vous voyez que dans l'algorithme, on l'a mis à beaucoup d'étapes, on l'a mis à beaucoup d'endroits, on l'a mis chez les malades à haut risque au départ. Hein. Il faut considérer, l'envisager en tout cas, même si on n'envoie pas les malades à la transplantation dès le départ. Et puis, on doit l'envisager chez les malades qui sont à risque intermédiaire élevé ou à risque élevé au cours du suivi. Et bien entendu, et c'est une évidence, chez les malades qui sont au traitement maximal, c'est-à-dire une quadrithérapie. Aujourd'hui, on ne parle plus traitement maximal, maintenant ça doit être une quadrithérapie. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole maintenant à François Picard. Bonsoir à tous. Donc, merci au comité d'organisation de leur proposition de challenger Olivier sur l'algorithme. Je suis tout à fait légitime pour ça, évidemment. Alors, les liens d'intérêt. Donc, dans la discussion, en fait, il y a des choses qui sont bien soulignées dans le papier. Il y a 3 points de discussion et puis, pour le coup, une vraie question de challenging à la fin qui est assez personnelle. Donc, dans les commentaires qu'on peut faire, effectivement, l'arrivée remarquée du sotatercept à tous les niveaux, finalement, de l'algorithme, sauf pour l'instant en première ligne. Le deuxième point de discussion, c'est effectivement, ça a déjà été pas mal abordé, c'est la disparition finalement des comorbidités, ou en tout cas leur intégration complète dans la gestion personnalisée du risque des patients et dans l'application des traitements. La problématique du sous-groupe des patients entre 21 et 24, et c'est un point qui devra être travaillé à l'avenir avec des études adaptées pour enfin combler les trous dans la raquette. Et puis, on parlera quand même un petit peu de peut-être désescalade chez certains patients, dans certaines conditions. Peut-être que ça sera aussi une des voies d'avenir, maintenant qu'on est à l'heure de la quadrithérapie. Donc, la place du sotatercept, Olivier l'a rappelé, elle est maintenant présente dès la réévaluation, pas encore en première ligne, dès la réévaluation, dans tous les sous-groupes qui ne sont pas à bas risque. On peut peut-être commenter le fait qu'on a anticipé les résultats des études qui sont en cours actuellement, que ce soit sur les patients prévalence et l'étude en Hyperion, que ce soit chez les patients à haut risque, l'étude Zénith. Il y a eu quand même une certaine anticipation, on va le dire, dans le tableau.
mais on n'a pas trop de doute sur le fait que les résultats seront intéressants et positifs. L'utilisation en première ligne, on n'a pas de données pour l'instant et on n'en aura pas tout de suite. Ce qui est bien rappelé dans le papier qui va avec, c'est dans la comparaison des patients à risque intermédiaire, quelle proposition thérapeutique utiliser. Vous avez ce tableau qui permet de mettre en balance le nombre de patients inclus dans les études, la durée des patients, la durée de l'étude, la durée de suivi, et puis, chose très importante qui n'était pas souvent rappelée, le traitement préalable. Et effectivement, l'ensemble des données accumulées, c'est bien rappelé dans le texte, l'ensemble des données accumulées vont plutôt sur l'utilisation du sotatercept si on avait toutes les molécules, ce qui n'est pas le cas à disposition en France, on en a déjà parlé. Dernier point concernant le sotatercept, on aura à l'avenir des données de sécurité qui vont être consolidées. On sait que sur les données à court terme de Pulsar ou de Stellar, on avait quelques signaux non graves sur les thrombopénies ou des hémorragies, notamment RL plutôt mineures. On a eu quand même sur les résultats de l'étude Pulsar à long terme en ouvert, quand même la notion qu'il y avait un peu moins de 10% des patients qui devaient interrompre le traitement. Mais on aura des réponses dans l'analyse au long cours de Soteria avec des données de safety qui seront pour le coup importantes. Et un des points qui est à bien regarder dans le texte, qui a été bien rappelé, c'est que notamment compte tenu de certaines problématiques qu'il peut y avoir de thrombopénie ou d'hémorragie, peut-être chez certains patients, notamment les rendus osculaires, une utilisation peut-être dans le groupe intermédiaire d'autres solutions thérapeutiques avant le sotatercept. Les comorbidités, on en a parlé, elles disparaissent en quelque sorte de l'algorithme, bien que il y a un long chapitre dans le texte. On ne sait plus trop du coup comment, ou en tout cas on vous demande de réfléchir à savoir comment les intégrer. Et effectivement, on n'a pas de score de comorbidité, on n'a pas de variables monoparamétriques simples qui permettraient de savoir comment on doit gérer un patient avec comorbidité. On le sait, les comorbidités, c'est le quotidien. On aura, là encore, probablement dans les années à venir, avec le PHRC de Laurent, on l'espère, les réponses là-dessus. Mais effectivement, 3 petits exemples, c'est pas du tout la même chose. Une femme, certes, en situation d'obésité, hypertendue, diabétique, mais avec un vrai terrain, une vraie vasculopathie, elle, clairement, c'est du groupe 1, elle doit être traitée comme telle. Et à l'inverse, dans les comorbidités, des DLCO très basses ou des comorbidités cardiaques doivent rendre très prudent quant à l'utilisation des traitements et sa sécurité d'utilisation. Le sous-groupe des 21-24, on a déjà parlé, je passe rapidement, on a déjà parlé du nombre de patients qui va augmenter, ou en tout cas de cette frange de patients, dans certaines catégories. Et encore une fois, il y a une vraie différence entre des patients sclérodermiques ou des apparentés mutés, ou des mutés asymptomatiques, et puis toute une population de patients qui sont probablement du groupe 2, qu'il ne faut pas traiter. Donc dans ces patients qu'il va falloir mieux cibler et probablement traiter tôt, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'études. On a cette petite étude chez les sclérodermiques, on a une étude un peu plus grosse qui est en cours avec du sildenafil chez des sclérodermiques. Mais là encore, on devrait avoir probablement dans les années à venir plus d'éléments pour répondre à ces questions et pouvoir enfin avancer là-dessus. Et puis le dernier point, qui pour le coup n'apparaît pas du tout dans le papier, parce que ne correspond à aucune case facile, c'est vraiment de la discussion au cas par cas. On a tous dans nos centres des expériences de patients chez qui on a désescaladé, voire sevré certains traitements. Alors c'est assez courant maintenant dans le groupe 4 après chirurgie ou angioplastie, dans le groupe 1 dans les formes portopulmonaires après une transplantation hépatique, même des formes de patients totalement sevrés sur des formes des orages inflammatoires qui disparaissent une fois que les patients ont été mis sous traitement immunosuppresseur. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais même dans le groupe 1 classique, on est sur des situations qui ne sont pas du tout courantes, mais il nous arrive, pour certaines raisons particulières, de problématiques notamment avec la prostacycline, de devoir désescalader ou modifier le traitement. Et ça, c'est quelque chose qui passe complètement sous les radars. On en a quelques expériences les uns les autres, je pense. Donc j'ai illustré ça
c'est totalement ouvert à discussion, hein, mais c'est 2 patientes, une femme de 52 ans qu'on avait vue en 2011, qui avait un déficit immunitaire avec des cures régulières d'IGIV, qui était rentrée sur un tableau de décompensation droite, et une autre patiente, 58 ans, sclérodermique, avec classe 4, syncope et défaillance droite. Voilà, alors il ne faut pas lire toutes les cases, hein, c'est trop compliqué, mais globalement, la première patiente, elle arrive avec beaucoup de critères de gravité, une hypertension pulmonaire qui était isosystémique, des résistances à 15. C'était 2011, donc à l'époque, on n'était pas encore passé pour tous ces patients sur la trithérapie d'emblée, on était parti sur une bithérapie initiale avec une prostate parentérale. Bonne amélioration, mais douleurs très importantes qui nous avaient obligés à la switcher sur de l'IV. Très bonne réponse thérapeutique sous une bithérapie avec un switch pour de la prostacycline intraveineuse. Malheureusement, à cause de son déficit immunitaire, des infections de cathéter à répétition, vraiment multiples, et une patiente qui, au bout d'un moment, ne pouvait plus avoir de traitement de prostate IV, refusait formellement une forme sous-cute, et après discussion avec les collègues du centre de référence, on était basculé en trithérapie à ce moment-là, et on avait switché, dégradé le traitement pour une forme orale. Par la suite, elle a fait d'autres complications, hépatite médicamenteuse, puis une hépatite auto-immune, enfin, je vous passe tous les événements. Et donc, elle se retrouve avec un traitement actuellement qui a été nettement désescaladé par rapport à sa situation initiale. Et pour l'instant, on va la revoir le mois prochain, mais pour l'instant, une patiente qui reste à bas risque. Donc, ce type de patient n'est absolument pas courant, mais il y a peut-être chez certains patients chez qui on a tapé très fort d'emblée avec une réponse spectaculaire, dans certaines conditions, et encore beaucoup de conditionnels guillemets, peut-être une discussion pour une désescalade partielle du traitement. Le deuxième cas, donc, c'était une sclérodermie qui rentre avec une syncope, patiente en classe 4, tous les critères de gravité, des résistances, vous le voyez, à 20. Elle, en 2015, avait eu sa trithérapie d'emblée, forte dose, réponse spectaculaire, des résistances qui ont été divisées par 10, qui nous avaient même fait baisser progressivement les doses d'époprosténol. Pendant des années, parce que c'est une sclérodermie, qu'on n'a osé rien faire. On était resté sous trithérapie. Chaque fois, elle nous challengeait sur est-ce que j'ai encore besoin de la pompe, etc. Jusqu'à ce qu'elle fasse une infection de cathéter. On a discuté tous ensemble. On a aussi tenté une désescalade par voie orale avec une réponse qui se maintient pour l'instant. Donc c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les algorithmes actuels, qui de toute façon ne peut pas être modélisé, ne pourra jamais être recommandé, je pense, mais peut-être des partages d'expériences à faire en RCP et avec un avis collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a sûrement des questions dans la salle. Thénaïs. Olivier, j'ai une question pour toi, vu que tu as été dans le groupe algorithme thérapeutique. Pour les patients qui sont à risque intermédiaire élevé au cours du suivi, vous laissez le choix entre l'ajout d'une prostacycline parentérale, IV ou sous-cutanée, et le sotatercept. Dans quel cas tu préconises plutôt l'un ou plutôt l'autre? Alors ça, c'est une très bonne question. Et pour l'instant, il n'y a pas d'études qui permettent de dire qu'il vaut mieux choisir l'un plutôt que l'autre. Donc, si on veut essayer de quand même proposer quelque chose, on va proposer, je dirais, plutôt le sotatercept pour des malades qui n'ont pas un débit cardiaque trop diminué, puisque a priori l'effet du sotatercept sur le débit cardiaque il est assez limité. Et pour les malades qui vont avoir au contraire un débit cardiaque très très diminué, voire effondré, et une dysfonction VD majeure, on va plutôt aller vers une prostacycline parentérale. Mais peut-être que l'avenir, c'est de faire les deux. Parce que moi, je pense qu'il faut peut-être toujours faire plus de médicaments les uns avec les autres. J'ai une deuxième question. Quid du sotatercept à baseline? Est-ce que tu penses qu'on va arriver à initier cette thérapie au moment du diagnostic? C'était la question que me posait François sur oui, il faudrait quand même essayer un jour, non? Je pense que ça serait. On va attendre les résultats d'Hyperion, parce que Hyperion, c'est une étude où on rajoute du sotatercept dans la première année chez des malades déjà en bithérapie. Donc en fait, ils sont pas vraiment en traitement initial d'emblée. On va dire que c'est pas très loin du traitement initial d'emblée. Donc c'est sûr que c'est assez tentant de se dire que
avant, quand on faisait de la trithérapie avec une prostacycline injectable, et je pense que ça va garder sa place, parce que pour des malades qui arrivent très très graves, qui arrivent chez Laurent en décompensation cardiaque droite initiale, ces malades-là, je pense qu'il faut les mettre en trithérapie d'emblée, on continue à en mettre. Est-ce qu'on va un jour les mettre en trithérapie sans prostacycline, mais avec du sotatercept? Peut-être on fera une quadrithérapie un jour. Voilà, on va sûrement essayer. Il y a des initiatives, mais qui viennent essentiellement des centres pour se lancer dans ce genre d'approche. Tout dépendra peut-être de la tolérance. Tout dépendra peut-être aussi de la tolérance à long terme de ce produit. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Olivier pour la présentation. Tu nous as dit dans le risque intermédiaire élevé, on pouvait mettre une triple d'emblée. Si il y a marqué poor RV function, c'était quoi la définition précisément? On n'a pas vraiment donné de définition. Hein. C'est-à-dire que en fait, ça vient d'une sous-étude qu'on avait fait, que Athénaïs avait faite à partir de son papier là sur l'impact, enfin l'association entre le traitement initial et la survie. Et chez des malades qui sont à risque intermédiaire, en prenant le 4 strat à baseline, ce qui n'est pas habituellement ce qu'on fait, mais bon, les malades à risque intermédiaire élevé, à baseline, en utilisant le 4 strat, juste avec les données, les 3 données non invasives, et quand tu fais une trithérapie d'emblée chez ces malades-là, ça fait mieux que bithérapie. Alors que les malades à risque intermédiaire faible, il n'y a pas de bénéfice chez ces malades-là. Donc, c'est un peu pour ça. Alors, il n'y a pas de données très, très robustes là-dessus. Donc, encore une fois, on est des docteurs. On doit aussi analyser le malade dans son ensemble, avec ses comorbidités, ses besoins, ses envies, sa sévérité. Et donc, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Et le traitement doit être individualisé, je crois, pour chacun. Encore une fois, l'algorithme, ce n'est pas les tables de la loi. C'est comme le répondeur en aigu. Ce n'est pas les tables de la loi. C'est des comment on dit, des guidance. C'est-à-dire, on propose ça, essayez de suivre ça, mais on se doute bien que chaque malade est un individu et il est différent. Et c'est la relation que vous avez avec votre malade. Et voilà, vous avez ça pour vous guider, mais au bout du compte, vous allez faire ce qui s'en rapproche. Il y a une question là-bas. Oui, si ça marche. Étienne Marais-Jutor à Poitiers. Donc je pense que tu as déjà répondu, Olivier, à l'instant, là, mais je me demandais justement s'il restait une place quand même pour la monothérapie avec une approche individuelle chez certains patients. Je pense à ceux, au cas particulier qu'a montré François, ceux chez qui on peut suspecter une atteinte vénulaire et avec parfois des difficultés pour trancher, et aux sclérodermiques aussi, qui ont quand même très souvent une VLCO basse. Ouais, parce que c'est sûr que quand on regarde l'algorithme, comme il est proposé, il y a 0 place pour la monothérapie. Donc, je pense qu'effectivement, chez ces malades-là, il y a peut-être une place. Encore une fois, c'est une approche individuelle. Des malades avec une DLCO très basse ou avec multiples comorbidités, où les comorbidités prennent une place majeure dans l'évaluation du malade. Alors, je crois que le PHRC Commodities là, lancé par Laurent, je pense que ça pourra aussi répondre de façon satisfaisante à cette question. Après, il y a monothérapie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, est-ce que mettre un premier traitement et 6 semaines après on mettre un deuxième, est-ce que c'est d'emblée ou est-ce que c'est monothérapie ou est-ce que c'est bithérapie d'emblée, ça? Parce que quand tu regardes l'étude Ambition, ce que disait Gérald souvent, quand il présentait l'étude Ambition, il disait que ce n'est pas vraiment d'emblée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on commence un médicament, puis on augmente la dose au bout de 15 jours, puis au bout de 15 jours, on met le deuxième médicament, puis on augmente la dose encore au bout de 15 jours. Donc, les malades arrivent à une bithérapie réelle qu'au bout de 2 mois. Donc, finalement, on n'est pas très, très loin d'une monothérapie. Harry, il y a une question là-haut. Merci Olivier pour cette présentation très intéressante. Avec de plus en plus de médicaments, est-ce qu'on va être amené à se dire on introduit un médicament, on se donne un certain temps, ça ne marche pas, on arrête? On ne fait jamais ça, mais est-ce que ça va arriver prochainement?
Ça, c'est une bonne question. Encore une fois, il faut revenir au profil du patient. Parce que... Il n'y a pas de tolérance ou de problème. C'est on n'a rien gagné avec tel traitement, on arrête. Ouais, mais on hésite toujours à faire... Enfin, si tu étais d'emblée sur une faible probabilité de réponse, tu fais un test thérapeutique en te disant à l'avant, je fixe un objectif, j'essaye, ça marche, je suis content, mon patient est plutôt content, ça marche pas, j'arrête, ça peut se discuter. 75 ans, des LCO très basses, un phénotype qui est pas forcément vasculaire, si jamais tu tentes et que tu vois qu'il n'y a pas d'amélioration, ça doit probablement pas être une preuve de nécessité d'escalade. il y a toujours le problème d'arrêter les traitements. Peut-être que si peut-être que une stabilité, c'est déjà un succès. Laurent, tu voulais demander quelque chose? Oui, Olivier, il y a toujours une même population qui est exclue des études, c'est les portopulmonaires. En sachant les mécanismes biologiques qu'on connaît, qu'on commence à connaître un peu sur le sotatercept, les effets secondaires éventuels, est-ce que tu penses que ça sera une population intéressante à être traitée par sotatercept, ou au contraire, il y a beaucoup de freins pour ça actuellement? Moi, personnellement, je serais assez inquiet parce qu'il y a quand même le risque d'avoir compte tenu des mécanismes d'action, c'est développer quelque chose qui ressemble à un syndrome hépatopulmonaire. Donc, or, chez ces malades-là, tu le sais mieux que quiconque, ils ont très souvent, en fait, un shunt associé, enfin un shunt intrapulmonaire associé, donc un syndrome hépatopulmonaire associé à l'hypertension portopulmonaire. Est-ce que ces malades-là pourraient bénéficier, au risque peut-être d'aggraver encore les choses, comme avec les mêmes précautions que ce qu'a dit François sur les malades avec des maladies de Randu-Osler? Sotatercept chez un malade qui a une HTAP de Randu-Osler, tu ferais? Non. Non, ils disent tous non. Marc? Ouais. Ou le syndrome hépatopulmonaire avec hypertension pulmonaire, mais il y a des cas dans Pulsar de mutation ACVRL1 avec hypertension pulmonaire, et avec David, on est en train d'essayer de publier ça. A priori, ce sera publié, mais nous, notre message, c'est qu'il faut être extrêmement prudent, et ce que vous avez dit, le traitement personnalisé, là, dans le Randu-Osler, c'est vraiment exceptionnel. Mais ça reste des HTAP du groupe 1, donc il faut les évaluer de façon honnête. Olivier, 50% des malades français ne sont pas traités selon les recommandations que tu publies. Oui, mais alors, est-ce qu'on est tous dans le faux, ou est-ce que quand même il y a de la place pour, comme dans un balancier, là on va très très loin, dans tout le monde doit avoir au moins une bithérapie, ouais. Et je pense que Commodities et d'autres... moi ça me gêne toujours, et je suis à côté de Franck qui est aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, plus de 50% des malades sont sous monothérapie. C'est peut-être une erreur catastrophique. C'est probablement souvent une erreur. Mais il y a quand même ces fameux malades comorbides qui sont exclus. Mais il y a un long texte, comme l'a dit Franck, comme l'a dit le docteur Picard. Et donc, on est vraiment là dans une situation, c'est comme un balancier. 2022, on est allé très très loin en disant les comorbidités, c'est monothérapie, vous ne faites pas le risque. Et là, tout d'un coup, c'est tout le monde. Et l'objectif, c'est le low risk qui n'est pas atteignable chez les gens comorbides. Non, mais... Donc là, on est dans le faux aussi. Donc les prochaines guidelines, il va falloir trouver le bon milieu. Ouais, et Commodities va nous aider, je pense. Exactement. Bon. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Donc, on est content d'accueillir Laurent Saval qui va nous parler du traitement curatif de la transplantation pulmonaire avec Olaf Mercier. Merci. Olaf, t'es arrivé, oui. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup. Donc je vais vous parler de la transplantation pulmonaire. On va essayer de ne pas être trop long car il commence à se faire tard. Donc moi j'ai été ravi bien sûr de participer à ce groupe de travail donc au Congrès mondial. C'est un groupe de travail donc, qui a rassemblé, vous voyez, des chirurgiens et des médecins. C'était évidemment essentiel pour traiter de ces questions-là.
Et ce qui était très important également, c'est d'avoir évidemment une représentation dans plusieurs pays, parce que comme vous le savez, les systèmes d'accès au greffon et à la greffe pulmonaire sont extrêmement disparates de pays à l'autre. Et donc, c'est toujours très difficile de donner des recommandations extrêmement strictes sur le timing à la transplantation. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte et c'était important d'en discuter avec l'ensemble du groupe de travail. Donc, on a traité 3 sujets, hein, la défaillance ventriculaire droite aux soins critiques qu'on ne va pas aborder ici, la transplantation pulmonaire, le timing à la transplantation et le 3e point, les assistances circulatoires qu'on va aborder également donc, avec Olaf. Donc avant de commencer, d'abord, on a posé un peu sur la table les problématiques et les spécificités de la transplantation dans l'hypertension pulmonaire. Comme vous savez, ça représente une faible proportion de patients dans les cohortes de patients qui ont une transplantation pulmonaire et qui reste extrêmement constant dans le temps dans les différents registres qu'on peut avoir. Autant on a des grandes variations dans la fibrose avec la proportion de patients fibrotiques qui augmente énormément, la mucoviscidose qui descend bien sûr. Et l'hypertension artérielle pulmonaire, ça reste faible, généralement inférieur à 8% dans tous les registres de transplantation. Et c'est des patients, bien sûr, qui nécessitent une stratégie post, intraopératoire qui est très spécifique et qui nécessite généralement donc le recours à des centres experts. Donc ça limite beaucoup l'accès à la greffe de ces patients-là, en particulier bien sûr dans les pays qui ont des programmes de transplantation qui sont en émergence, où généralement ces patients-là n'accèdent pas à la greffe pulmonaire à cause de cette spécificité et de ce besoin d'expertise. Le 2e point qui est important, c'est que c'est des patients qui se comportent évidemment très différents par rapport aux autres maladies respiratoires, avec des paramètres pronostiques qui sont très spécifiques. Et ça les a beaucoup handicapés, en particulier dans les pays qui utilisent la stratification du risque pour l'accès à la greffe, puisque ces patients-là, on a très vite montré dès la mise en place du Lung Allocation Score, par exemple aux États-Unis, que ces patients-là étaient très défavorisés par rapport aux autres maladies respiratoires. Il y a eu des modifications au cours du temps qui ont permis de niveler un peu et de diminuer la différence, mais ça reste quand même un problème dans les pays, en particulier qui ont le Lung Allocation Score. 3e point, c'est que c'est des patients qui ont, même si on a tous les outils de stratification du risque, qui sont parfois imprévisibles dans leur évolution. Beaucoup d'entre eux peuvent présenter ces épisodes de décompensation aiguë avec un taux de mortalité, comme vous le savez, à court terme qui est très élevé. Et donc, bien sûr, le développement des accès prioritaires à la greffe est une problématique essentielle pour améliorer la prise en charge de ces patients qui sont en phase terminale de leur maladie. 4e point spécifique, même s'il y en a de moins en moins, un certain nombre de patients nécessitent toujours une indication de transplantation cœur-poumon. La transplantation cœur-poumon n'est pas développée dans tous les pays et même dans un certain nombre de pays développés. Et l'accès à la greffe pour ces patients qui nécessitent une transplantation cœur-poumon est très spécifique et parfois extrêmement difficile, et on peut le voir en France par exemple. 5e point de spécificité, on a beaucoup de jeunes femmes qui ont un risque élevé d'alloimmunisation et qui vient encore plus complexifier l'accès à la greffe pulmonaire chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire. Donc tout ça dit que c'est pas facile, c'est un challenge. Si on reprend rapidement les données du registre sur les 10 dernières années, sur les moins de 65 ans, donc potentiellement candidats à une transplantation, vous avez 2 décès pour 1 transplantation chez les patients qui ont moins de 65 ans. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, ça veut dire que la transplantation doit être intégrée dans l'algorithme thérapeutique et il doit être intégré assez tôt dans l'algorithme thérapeutique avec 3, finalement, un temps de discussion, que le patient soit au courant, que ça va être éventuellement une option thérapeutique au cours de sa maladie, au cours de la prise en charge de sa maladie. Et ça va être d'autant plus important très tôt chez les patients qui ont d'emblée une contre-indication qui peut être réversible et pris en charge pour si jamais il s'aggrave par la suite. On peut parler du surpoids, de l'obésité, éventuellement du tabagisme ou autre chose qui peuvent gêner l'accès à la greffe et qui demandent un peu de temps justement pour les préparer. Donc discuter et leur expliquer que ça va être une éventuelle option thérapeutique dans le suivi s'ils sont potentiellement candidats, c'est un point important et probablement dès le départ. Ensuite, il y a le temps où on va référer le patient, on va bilanter le patient, on va faire donc une évaluation approfondie pour voir si effectivement il peut être candidat à un projet de transplantation pulmonaire qui soit connu surtout du centre de transplantation et que tout le monde puisse être préparé au 3e temps, qui est donc bien sûr l'inscription sur liste de transplantation.
Donc toute la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut référer, quand est-ce qu'il faut lister les patients. Évidemment, le point le plus important, c'est la sévérité et l'avancée de la maladie, donc les outils de stratification du risque, mais pas que. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut intégrer un certain nombre de paramètres, des paramètres qui peuvent être en lien directement avec l'hypertension pulmonaire, en particulier la présence de pathologies ou de comorbidités associées, la qualité de vie éventuellement, savoir si effectivement il y a une indication à une inscription au cœur-poumon qui va d'autant plus augmenter le temps d'attente sur liste de transplantation, puis la prise en compte de complications spécifiques telles que l'hémoptysie, la compression coronarienne. Et ensuite, on a tous les paramètres non spécifiques, le poids, la taille, le groupe sanguin, l'immunisation anti-HLA, et dans quel système vous vous trouvez d'accès à la greffe qui va évidemment impacter le temps d'attente sur liste de transplantation. Donc tout ça, on l'a bien marqué sur des recommandations un peu générales sur la transplantation, en disant bien que la stratification du risque n'est pas le seul outil et qu'il faut vraiment intégrer l'ensemble de ces paramètres pour avoir une bonne réflexion sur quand référer et quand lister les patients. Donc ça n'empêche pas d'essayer de lister quelques recommandations qui doivent être évidemment harmonisées en fonction du type de patient que vous avez. Donc un certain nombre de patients, comme ça a été dit, ça a été discuté avec la Task Force 10 sur l'algorithme thérapeutique, doivent être a priori référés dès le départ, donc pas pour être inscrits, pas pour être transplantés, mais évalués dès le départ parce qu'on leur prédit potentiellement une évolution défavorable assez rapidement. Ça va être les patients qui arrivent en défaillance ventriculaire droite inaugurale avec un diagnostic d'hypertension pulmonaire à haut risque d'emblée, des catégories spécifiques comme la maladie véno-occlusive et les groupes 3, ces patients qui ont des hypertensions pulmonaires associées à des maladies respiratoires pour lesquelles on attend moins de réponses au traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire. Ensuite, au cours du suivi, donc les patients qui restent en intermédiate high ou high risk, bien sûr, après une première ligne de traitement, devraient être référés et avoir un bilan pré-transplantation. Les patients qui sont en traitement maximal et qui n'atteignent pas un niveau de bas risque, et les patients donc, qui vont présenter des épisodes de décompensation cardiaque droite ou qui commencent à avoir éventuellement une insuffisance rénale débutante. Et ensuite, on a les conditions très spécifiques, comme un premier épisode d'hémoptysie ou l'hypoxémie réfractaire chez les patients qui ont une cardiopathie congénitale. Alors, c'est très à part. On a un groupe de travail actuellement pour préciser les choses chez les patients qui ont des syndromes d'Eisenmenger. Ensuite, quand est-ce qu'on liste des patients? Donc, je vous rappelle que sur les recommandations précédentes, il est dit qu'il faut lister un patient quand il est à risque élevé malgré un traitement maximal. C'est probablement trop tardif de le lister que quand il est à risque élevé. On avait, par exemple, fait ce travail sur la cohorte française de voir comment évoluer les patients sur liste et après transplantation en fonction de leur statut de risque au moment de l'inscription sur liste. Vous voyez que les patients où on attend qu'ils soient à risque élevé pour être transplantés, on a 90% de ces patients-là qui vont avoir besoin d'une super urgence et 20 à 25% d'entre eux qui vont avoir besoin d'une assistance circulatoire en bridge à la transplantation. Donc on a revu les choses un peu plus précocement et on considère que les patients qui sont à risque intermédiaire élevé avec une dysfonction ventriculaire droite sévère doivent être inscrits sur la liste de transplantation. Et là, je reprends l'étude qu'on avait faite donc avec Athénaïs Bourcli pour dire que les patients qui sont à risque élevé avec des critères de gravité hémodynamique, vous voyez que la survie à 1 an est de 76%, alors qu'on a une survie à 1 an maintenant en post-transplantation, là tu diras, mais entre 80 et 85%. Donc on gagne normalement en termes de survie avec la transplantation. Et ensuite, donc, les autres indications, on ne va pas rentrer dans les détails, les hémoptysies menaçantes, la dysfonction d'organes qui s'aggrave, la maladie véno-occlusive qui devient de plus en plus hypoxémique, le groupe 3 qui s'aggrave et qui ne répond pas au traitement, et les patients dont on sait qu'ils vont avoir un temps d'attente très long sur liste de transplantation. Le type de transplantation, je vais moi rentrer dans les détails parce que je crois que Olaf, tu vas l'aborder. Donc vous savez que maintenant, plus de 90% des patients sont transplantés en bipulmonaire. Ça a quand même été un grand changement qui s'est fait progressivement. Donc la transplantation cœur-poumon, il y en a actuellement en France pas plus de 10 et on est probablement un des pays par an et on est probablement un des pays qui en faisons encore le plus. Donc voilà, donc la meilleure connaissance du reverse remodeling du ventricule droit après la transplantation et le management périopératoire a permis donc de faire diminuer ces indications de cœur-poumon.
Un point clé, donc, c'est la prise en charge et l'accès à la greffe des patients qui sont en défaillance ventriculaire droite avec une survie qui est menacée à court terme. Donc là, les choses se sont pas mal développées sur les 10 dernières années. D'une part, avec justement le développement des accès prioritaires à la greffe qui se sont faits progressivement, mais de façon un peu différente d'un pays à l'autre. Et d'autre part, avec l'utilisation de plus en plus développée des méthodes d'assistance circulatoire dans plus de 90% des cas en bridge à la transplantation et dans des très rares cas en bridge to recovery. Donc on a bien insisté sur le fait que pour que les plus jeunes patients qui se retrouvent dans cette situation puissent bénéficier de ces différentes approches, il faut évidemment qu'il y ait un parcours de soins qui soit extrêmement bien structuré et organisé. Et beaucoup de pays, d'ailleurs, nous envient sur cette structuration et que ces patients puissent être évalués et envoyés dans des centres qui sont capables, effectivement, de proposer l'ensemble de ces approches pour pouvoir les sortir de cette situation qui est difficile. Donc l'assistance circulatoire, ça va être surtout Olaf qui va en parler. On utilise en 95% des cas donc l'ECMO véno-artériel bien sûr. Tout ce qui bypasse uniquement le ventricule droit n'est pas à utiliser chez les patients qui ont une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Ça paraît plutôt logique. Le Novalung qu'on utilisait un peu à un moment est de moins en moins utilisé. Donc on a refait également un aperçu de l'utilisation des assistances circulatoires chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essentiellement à gauche, donc en bridge à la transplantation, bipulmonaire ou cœur-poumon. Et à droite également, l'utilisation de l'ECMO en post-opératoire, qui a permis également probablement d'améliorer la survie des patients en post-opératoire. Donc cet ECMO, le développement de l'ECMO, c'est bien, mais derrière, il faut pouvoir les transplanter. Donc on a bien refait un peu un aperçu des programmes de super-urgence qui sont extrêmement disparates, là encore, d'un pays à l'autre. Et finalement, on a assez peu de résultats là-dessus. En France, on a publié là-dessus. En Angleterre, vous voyez ici les résultats des patients qui sont sous ECMO avec une hypertension artérielle pulmonaire. Le système d'accès prioritaire aux États-Unis est très variable d'un État à l'autre. Enfin, les choses sont extrêmement complexes, mais on peut voir en tout cas que pour l'hypertension artérielle pulmonaire, vous voyez que seuls 50% des patients sous ECMO sont greffés, ce qui est beaucoup moins par rapport aux patients qui sont sous ECMO pour une autre indication de transplantation pulmonaire. Ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre, donc la France et l'Angleterre, ont fait partie des 2 pays en Europe qui n'avons pas le Lung Allocation Score, contrairement au programme Eurotransplant. Et vous pouvez voir que l'Angleterre, depuis 2017, a mis un système en place de super-urgence qui est relativement identique à ce qu'on peut avoir en France. Et c'est assez intéressant de voir finalement que plus de 5 ans après la mise en place de ce programme de super-urgence en Angleterre, on retrouve cette même proportion élevée de patients qui nécessitent justement un recours à la super-urgence dans l'HTAP, qui est de 51% en Angleterre, qui est de 54% en France. Donc c'est exactement la même chose. Par contre, un point important à dire, c'est que les patients transplantés en super-urgence pour une HTAP ont une survie post-transplantation qui est relativement similaire aux patients qui sont transplantés sur liste conventionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans la fibrose pulmonaire, où il peut y avoir une mortalité post-opératoire plus importante en cas de super-urgence. Pour la prise en charge péri- et post-opératoire, là encore, Olaf va plus détailler. Vous savez que ces patients-là, donc, on les transplante en bipoumon. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a un risque d'œdème pulmonaire en post-transplantation avec une baisse brutale des résistances vasculaires pulmonaires et un cœur gauche qui a été donc écrasé pendant des années, qui va développer une dysfonction diastolique. Donc un risque d'œdème pulmonaire et de dysfonction primaire du greffon qui est de plus en plus importante, ce qui explique cette mortalité post-opératoire plus importante, mais qui s'estompe au cours de temps parce qu'il y a une meilleure gestion périopératoire. En France, on ne retrouve plus cette différence avec les autres indications de transplantation. Et tout ceci est amélioré, parce qu'on met l'ECMO en préopératoire de façon plus facile, justement, avant d'aller à la transplantation chez les patients les plus sévères. On va maintenir l'ECMO en post-opératoire pour les patients les plus sévères, le temps, justement, qu'il y ait une adaptation du cœur au nouveau régime de pression.
Et ça va être encore une fois, c'est difficile de donner des recommandations strictes, c'est très variable d'un centre à l'autre. À Marienhof, c'est 25 à 30%. En Autriche, c'est quasiment 100% qui gardent l'ECMO en post-opératoire. Et puis également avoir un sevrage ventilatoire qui est plus progressif pour éviter justement cette sur-risque d'œdème pulmonaire en post-greffe. Tout ça nécessite un monitorage hémodynamique extrêmement précis et en particulier pour certains patients l'utilisation du monitoring de pression dans l'oreillette gauche en post-opératoire. Donc en conclusion, l'accès à la transplantation pour l'HTAP reste difficile avec une grande variabilité en fonction du système de santé. Il y a des progrès qui restent à faire pour réduire les inégalités par rapport aux autres indications de transplantation pulmonaire. Les programmes de super-urgence ont quand même considérablement diminué le risque de mortalité sur liste de transplantation. Et il y a encore besoin donc d'affiner les timings pour l'inscription, pour référer les patients. Mais tout ça doit être adapté, bien sûr, à chaque système de santé et à chaque programme d'accès à la transplantation. Merci beaucoup. On va maintenant écouter Olaf Mercier qui va répondre aux points clés et nous donner son avis de chirurgien. Merci. Voilà, donc plus que répondre à Laurent, je vais vous donner mon avis de chirurgien, mais j'ai pu le donner pendant le World Symposium. On a travaillé ensemble. Je vais un peu plus détailler certains points. Donc, comme vous a dit Laurent, maintenant, on fait beaucoup plus de 90%, 95% de transplantation bipulmonaire pour l'HTAP. On va laisser en place initialement un cœur qui est remodelé, mais dans le temps, qui va opérer ce qu'on appelle un remodelage inverse, qui va récupérer ce qui est radicalement différent du cœur gauche qui est abîmé. Pourquoi on est passé à ça? Mais c'est parce qu'on a vérifié que le cœur droit il récupérait bien, notamment après endartérectomie pulmonaire. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, vous savez qu'il y a à peu près aujourd'hui, c'est la journée du don d'organes, hein, donc je vous encourage tous à penser au don d'organes. Mais il y a quand même un patient sur deux au global en France qui aura accès à la transplantation, donc c'est quelque chose de rare. Et donc, plus on a d'organes, plus on transplante. Et c'est vrai que le cœur-poumon, c'est un cœur et deux poumons. Et donc, si on peut transplanter avec les mêmes résultats un patient en préservant le cœur pour un autre patient, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, on garde le cœur-poumon pour des indications très spécifiques de syndrome d'Eisenmenger. Et le reste des hypertensions pulmonaires, on peut les greffer en bipoumon. Donc, pourquoi c'est difficile? Laurent vous l'a dit. C'est difficile puisque la déférence ventriculaire droite, vous ne pouvez pas la prévoir. Et c'est très grave. Donc, il y a, même sur des patients listés en attente de greffe, il peut y avoir des mortalités sur liste. L'hypertension pulmonaire, c'est très spécifique. La transplantation et tout ce qu'il y a autour, au moment de la transplantation, il faut faire attention à beaucoup de choses pour que ça se passe bien. Donc, c'est différent de la transplantation pour fibrose ou pour BPCO. On est obligé d'assister le cœur et les poumons au moment de la transplantation, au moment de les remplacer. Et donc ça augmente la difficulté du geste au moment où on le fait. Et bien sûr, la récupération du ventricule droit, elle ne se fait pas en 5 secondes à partir du moment où vous avez mis les nouveaux poumons. Elle met plusieurs semaines et on a un peu étudié. Globalement, il récupère à 80% dans le mois après la transplantation. Mais dans le mois qui suit la transplantation, vous pouvez imaginer qu'il peut se passer plein de choses. Saignement, choc hémorragique, infection, rejet, etc. Donc c'est tout un moment un peu difficile pour le ventricule droit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 3 grandes avancées pour améliorer les résultats de la transplantation pulmonaire pour HTAP. La première, c'est l'accès à la greffe. Laurent vous a montré la super-urgence. Et vous voyez que la super-urgence, ça a totalement éteint la mortalité sur liste. Alors certes, la moitié des patients transplantés le sont en super-urgence, mais on a aujourd'hui globalement 0% de patients qui meurent sur liste. Et on a pu récupérer ça comparé avant. C'était une vingtaine de pourcents à patients sur 5 qui mouraient en attente de greffe. Donc on transplante plus et on meurt moins sur liste d'attente. L'autre avancée majeure, ça a été les assistances cœur et poumon. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut utiliser des machines qui stimulent moins l'inflammation, qui stimulent moins la coagulation, qui stimulent moins la thrombose. Et donc, on peut laisser en place plusieurs semaines. Aujourd'hui, on sait qu'on peut être 3 à 4 semaines tranquille, sachant que la super-urgence dont je vous parlais juste avant, c'est 2 fois 8 jours. Et en 2 fois 8 jours, on transplante plus de 95% des malades. Il y a un accès à la greffe exceptionnel en France
de ce point de vue-là. Donc on sait que si on met une HTAP sous ECMO, on a 3 à 4 semaines devant nous et on sait que dans 95% des cas, on va avoir accès à un greffon, on va pouvoir le transplanter dans les 2 fois 8 jours, 16 jours. Donc on est un peu en situation idéale en France, on en a parlé, comparé par exemple aux États-Unis. Il n'y a aucune question de mettre l'ECMO à un patient qui est sur liste de transplantation puisqu'il a été bilanté. On a indiqué la transplantation, on a dit qu'il devait être transplanté. Le fait qu'il ait une défaillance ventriculaire droite sur liste, c'est entre guillemets assez facile de se dire qu'on va, même on se déplace, on va mettre la machine et on va lui permettre d'attendre la greffe dans de meilleures conditions. C'est beaucoup plus difficile quand c'est un patient qu'on ne connaît pas, donc qui n'a pas été référé, chez qui n'a jamais été discuté la transplantation, donc il va découvrir le mot transplantation au moment où vous posez la dobutamine et la noradrénaline, la famille aussi d'ailleurs, et c'est très difficile de mener ce projet en 2 fois 8 jours, 3 ou 4 semaines, alors que vous pouvez imaginer qu'il faut un temps un peu plus long pour la famille et pour le patient d'intégrer ce que c'est qu'une transplantation bipulmonaire. Néanmoins, vous allez voir les résultats, puisque bien sûr on l'a fait, on ne laisse pas sur le carreau des jeunes patients ou patientes avec cette maladie. La première chose, la France est exceptionnelle. Là, vous voyez un comparatif des super urgences, entre guillemets, c'est-à-dire d'accès prioritaire à la greffe entre l'UNOS et les États-Unis, c'est l'Agence de la biomédecine américaine et l'Agence de la biomédecine. Et vous comparez à gauche les courbes pour la fibrose. En bleu, c'est la France, en rouge, c'est les États-Unis. Et à droite, pour l'hypertension pulmonaire, où en France, on fait extrêmement bien. Mais ce qui persiste, et je vous le montre ici, c'est cette petite surmortalité ici initiale qu'on se concentre à essayer de gérer. Et cette petite surmortalité initiale, c'est simplement le ventricule droit qui ne peut pas fonctionner absolument normalement juste après la transplantation. Mais après, vous avez des résultats exceptionnels. Et Laurent souligne la survie des patients. Vous voyez le travail effectué sur la liste en France en bleu, qui fait que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le faux dans la gestion de ces malades en urgence. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour cette surmortalité initiale? Oui, essayer d'éviter au maximum de découvrir les patients en insuffisance ventriculaire droite. Donc Laurent vous a dit d'essayer de discuter un peu plus en amont le mot transplantation avec vos malades, peut-être de le référer un peu plus en amont par rapport aux dernières recommandations. Néanmoins, lorsqu'on n'a pas le choix, puisque ça existe, des diagnostics de novo dans une situation extrêmement grave et en défaillance ventriculaire droite, donc on a mis en place chez des patients ultra sélectionnés après discussion des ECMO qu'on appelle en pont à la décision, c'est-à-dire pour éviter que le patient ne meure, on met en place la machine et puis on parle de transplantation et on met en place en un temps record, c'est-à-dire moins de 3 semaines, le projet de transplantation. Et 3 semaines après la défaillance ventriculaire droite et le diagnostic de l'hypertension pulmonaire, on a été amené à transplanter ces malades. Vous voyez que ce n'est pas une solution idéale. On a une mortalité à 1 an de 30%. Néanmoins, on arrive à avoir des survies qui collent une fois passé l'événement aigu aux survies des patients qui sont transplantés normalement. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire de manière routinière, mais il s'agit ici peut-être, pour vous soulager pour votre conscience, d'un filet de sécurité où on peut être là pour des patients qui sont passés à travers le filet ou qui sont passés tout simplement à travers une prise en charge idéale. Alors l'ECMO, c'est parfait. Je vous ai dit, ça dure 3 semaines aujourd'hui. 3 semaines, 1 mois. Après, on a des problématiques de saignement, de thrombose, d'inflammation. Et donc, c'est une balance entre le bénéfice qui fait que le ventricule droit va récupérer, puisque l'ECMO, ça va décharger le ventricule droit. Donc, le ventricule droit va amorcer son remodelage inverse sous ECMO. Et le risque d'infection du point de cutané des canules, ou le risque de saignement, ou le risque de stimulation de l'inflammation. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop combien de temps on peut laisser un patient. Donc on active tout de suite la super-urgence au moment où on met l'ECMO. Peut-être qu'à l'avenir, on aura plus de réflexion sur des détails sur le remodelage inverse avant d'actionner la transplantation. Sur toutes les solutions, vous voyez, mécaniques d'assistance du ventricule droit, il n'y en a vraiment qu'une aujourd'hui qui est vraiment largement utilisée, c'est l'ECMO véno-artériel, puisque toutes les autres vont mettre en surcharge de pression et de volume le ventricule droit, et ça va empêcher votre ventricule droit de récupérer. Donc on utilise la solution
de droite, qui est l'ECMO percutané. Donc c'est au niveau de l'aine, donc le patient il est allongé dans le lit. La solution de gauche, qui était l'oxygénateur comme un troisième poumon, on l'utilise plus puisque ça nécessite une chirurgie d'ouvrir le sternum du patient, alors que la solution de droite, c'est percutané sous anesthésie locale en chambre de réanimation. L'inconvénient, c'est que le patient il reste coincé dans son lit, il reste allongé, il bouge pas, il peut pas faire de kiné, il peut pas manger assis, etc. Donc on a cherché des solutions pour essayer d'améliorer la préparation à la greffe pendant cette phase d'assistance. On a essayé de mettre les canules au niveau de la partie supérieure du corps, dangereux. On a eu des décanulations axillaires avec des saignements. On a essayé de mettre des canules qui poussaient le sang dans le ventricule droit, dangereux. Ça évite la récupération du ventricule droit et ça fait une surcharge de volume. Ah, excusez-moi. Et donc, ce qu'on a essayé de réaliser, c'est de mettre en place un troisième poumon, mais par voie percutanée. Donc, c'est une nouvelle canule ici que vous voyez ici, qui passe par le système cave supérieur et qui va traverser le septum interauriculaire ici et qui va prendre le sang dans l'oreillette droite et l'injecter dans l'oreillette gauche oxygénée, donc comme un troisième poumon. Et donc c'est percutané. Vous voyez ici une photographie qui est en fait un cœur imprimé 3D d'un patient qu'on a transplanté, puisqu'on a essayé ces prototypes sur banc d'essai. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un système miniaturisé qui se porte sur le thorax comme ça, avec la canule qui sort du cou. Ça donne quelque chose comme ça qui permettrait aux patients de déambuler dans la réanimation, de manger assis, de s'asseoir, vous voyez, de marcher, peut-être même de pédaler, et dans un système qui est plus biocompatible et qu'on pourrait peut-être utiliser plus de 3 semaines, ce qui pourrait, et on pourrait imaginer, déjà commencer ce reverse remodeling du ventricule droit avant la transplantation et d'essayer d'éliminer cette partie d'1 mois de surmortalité et de gommer cette partie de la courbe de survie et d'emmener tout vers le haut, et on aurait des survies meilleures de ce point de vue-là. Ensuite, je vais aller très vite. On utilise l'ECMO pendant et après la transplantation. Soit on l'utilise au niveau de l'aine, comme vous l'avez vu, soit on l'utilise au niveau central. On appelle ça central parce qu'on met les canules directement au niveau du cœur. Ça a radicalement changé par rapport à la circulation extracorporelle. Ça stimule moins l'endothélium, ça stimule moins l'inflammation, ça nécessite moins d'anticoagulation, donc ça saigne moins. Donc la procédure est plus facile et les patients se remettent plus facilement de tout ça. Ça, c'est une étude rétrospective qu'on avait fait. On utilise moins de produits sanguins labiles et on a une meilleure survie. Donc ça a été vraiment une avancée majeure, cet ECMO, pas seulement en attente avant la transplante, mais aussi pendant. Ensuite, Laurent l'a expliqué, le ventricule gauche et toute la partie gauche du cœur, elle est malade dans l'HTAP. Vous levez l'obstacle pulmonaire et brutalement, la partie gauche du cœur se remplit massivement de sang et il y a une dysfonction diastolique. Et ça favorise l'œdème pulmonaire de reperfusion, ça favorise la défaillance primaire du greffon. Donc il y a 2 manières pour traiter ça et prévenir ça. La première, c'est de laisser en place l'ECMO, mais vous laissez en place une ECMO avec des facteurs de risque au niveau des canules, des vaisseaux. Et l'autre manière, c'est de mettre un cathéter dans l'oreillette gauche pour vraiment monitorer la volémie du patient. Et comme ça, en continu, vous monitorez la volémie du patient et vous évitez l'œdème pulmonaire. Et vous pouvez ainsi diminuer, comme on a comparé le groupe de patients qui avaient ces cathéters par rapport au groupe qui avait l'ECMO, on diminue la transfusion, on diminue le besoin de remplissage, on divise par 5 la durée de ventilation mécanique et par 3 la durée en réanimation. Et donc, pour conclure, voilà les 3 avancées majeures pour la prise en charge des transplantés pulmonaires pour HTAP. C'est l'accès à la greffe avec la Super-U, l'ECMO et l'amélioration des soins post-opératoires qui va faire qu'on va élever cette survie encore élever cette survie post-transplantation, qui va faire que vous allez pouvoir en parler plus à vos patients, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Un grand merci Laurent et Olaf pour cette présentation et aussi les innovations en transplantation. Je pense qu'on a le temps pour prendre une question. Une ou peut-être 2. Pas de questions.
Alors moi, je vais quand même en poser une. C'est vrai que Laurent, tu nous as dit là d'emblée, il fallait discuter, référer, lister. Alors, c'est vrai que c'est un moment difficile. Déjà, on annonce l'HTAP, il est sévère, on lui fait la trithérapie. Est-ce que vous, par exemple, le centre de référence, est-ce que vous avez un protocole de soins, par exemple, où vous vous dites, là, on a annoncé le diagnostic, on a mis le traitement, et maintenant, pour les patients que vous avez pressentis, est-ce que vous avez une consultation dédiée pour faire l'annonce comme ça? C'est pas pour faire une exemple, par exemple, en oncologie, il y a cette consultation d'annonce où on se pose pour dire plein de choses. Est-ce que, par exemple, vous l'auriez mis en place? Alors, on a effectivement une organisation pour annoncer le diagnostic et mettre en route les traitements, etc. En ce qui concerne la discussion typique, enfin spécifique de la transplantation, alors c'est difficile de donner une recommandation sur à quel moment on discute et on évoque le mot transplantation. On fait quand même rarement et une annonce diagnostique et on prononce le mot transplantation dans la même consultation. Ceci étant, chez les patients qui arrivent en défaillance ventriculaire droite extrêmement avancée, même si maintenant, en mettant toutes les thérapies possibles d'emblée, la plupart de ces patients-là, on les sort de cette situation d'emblée grave. Ce n'est pas toujours le cas parce que, comme vous le savez, on a de plus en plus d'hypertension pulmonaire un peu complexe avec d'autres maladies associées qui ne répondent pas comme on voudrait. Donc ça peut arriver de temps en temps et il peut arriver qu'on discute très rapidement et du diagnostic et de cette option de transplantation d'emblée. On a eu le cas il y a 3 semaines d'une jeune femme qui est arrivée avec premier diagnostic d'HTAP extrêmement défaillante, avec des signes très évocateurs de MVO. Et dans 3 jours, et on lui a annoncé le diagnostic, et 3 jours après, on lui a parlé d'emblée qu'il y aurait une possibilité d'un projet de transplantation très rapidement si on n'arrivait pas à la sortir de la situation initiale. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. C'est effectivement très difficile et ça demande une bonne organisation, une approche qui est parfois compliquée, mais il faut le faire. Voilà. Il faut aussi peut-être plutôt le voir comme un filet de sécurité si à un moment donné ça se passe mal chez des malades qui sont très graves, par exemple, et qui pourraient avoir potentiellement accès à la transplant, puisque tous ne l'ont pas. Pas d'autres questions? Des questions, même comme modérateur, non? Une toute dernière, alors pour le chirurgien, dans le dernier dispositif novateur, c'est pas encore chez l'homme. Hein. Voilà, oui, 2026. Ah, 2026, ça c'est quand même bientôt. Ouais. Pas très loin non plus. On a du boulot, quoi. Merci à tous. Merci.